on m'a demandé si je voulais bien diriger un PO. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et je me suis retrouvé comme ça à 32 ou 33 ans, administrateur délégué d'un tout petit PO, une petite école de 170 filles. On s'occupe de tout ce qui n'est pas pédagogique et de tous les dossiers qui ennuient plutôt les directeurs. On sait que l'image des PO n'est pas toujours très claire, véhicule parfois des stéréotypes, voire des caricatures. Et c'est pour ça qu'avec toi, Christian, on voulait repartir de la base. Alors la première question, mais Christian, c'est quoi un PO? À quoi ça sert? Bienvenue dans l'heure de fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils et d'actualités, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'heure de fourche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'heure de fourche. Aujourd'hui, on va revenir aux fondamentaux. Donc en fait, le CEGEC, c'est la Fédération des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre confessionnel. Et donc parmi nos missions, il y a celle de représenter ces PO, donc les pouvoirs organisateurs, auprès de des autorités publiques, lors des négociations notamment, ainsi que de proposer du service d'appui et d'accompagnement aux PO, via des départements et les directions par niveau d'enseignement du CEGEC. Bonjour Arnaud, avec notre invité et toi, on va rappeler ce qu'est un PO. Bonjour Victoria, en effet, donc comme tu l'as dit, on va revenir aux fondamentaux et vous expliquer ce que font les environ 750 PO de l'enseignement catholique. Mais les PO sont constitués en ASBL et ils sont composés de bénévoles qui sont juste désireux de s'investir dans l'école de leur ville ou de leur quartier par exemple. Pour nous accompagner, on reçoit aujourd'hui Christian Modavre, qui est membre de plusieurs PO et anciennement membre aussi du conseil d'administration du CEGEC. Bonjour Christian. Bonjour Arnaud. Bonjour Victoria. Bonjour. Alors Christian, on va débuter peut-être par une courte présentation de ton parcours dans l'enseignement catholique. Est-ce que tu peux nous éclairer nos auditeurs sur ton parcours, le plus brièvement possible, parce qu'on sait qu'il est fourni. Non. En fait, moi je n'étais pas destiné du tout à rentrer dans l'enseignement, j'étais destiné à faire de la recherche fondamentale. Et alors la crise du pétrole en 73 a tout à fait bouleversé ma carrière de chercheur en chimie. Je me suis retrouvé dans l'enseignement. En même temps, j'étais arbitre de football en division 1. Et c'est comme ça qu'un jour, on m'a demandé de devenir directeur d'école. Et en étant directeur d'une toute petite école technique et professionnelle à Liège, en même temps, l'école était en grande difficulté. Et on m'a demandé si je voulais bien diriger un PO. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et je me suis retrouvé comme ça à 32 ou 33 ans, administrateur délégué d'un tout petit PO, une petite école de 170 filles. D'accord. Et par la suite, maintenant, tu es toujours membre de PO et tu as été aussi membre du conseil d'administration du CEGEC. Oui, c'est ça. À partir de là, il y a eu différentes fusions de PO. Il y a eu 6 fusions de PO avec de l'enseignement technique professionnel, de l'enseignement général, de l'enseignement fondamental, maternelle et primaire. Et je suis toujours resté administrateur délégué de ce pouvoir organisateur. Et maintenant, c'est le pouvoir organisateur du groupe Sainte-Véronique, où il y a... À Liège, c'est ça. À Liège, oui, où il y a 8 écoles et 2 crèches. Et je suis toujours actif. À mon âge, je ne suis plus directeur, maintenant je suis uniquement administrateur délégué, ça veut dire qu'on s'occupe de tout ce qui n'est pas pédagogique et de tous les dossiers qui ennuient plutôt les directeurs. Les directeurs ils doivent être centrés sur leur métier, qui est la pédagogie, qui est l'encadrement des profs et des élèves, et les bâtiments et les finances, et les problèmes administratifs, et les plaintes des parents, des enseignants, etc. Ça c'est pour le PO. D'accord, on va y revenir, mais... avant de rentrer dans le vif du sujet, mais on va aussi un peu mettre le cadre. On sait que l'image des PO n'est pas toujours très claire, véhicule parfois des stéréotypes, voire des caricatures. Et c'est pour ça qu'avec toi, Christian, on voulait repartir de la base. Alors la première question, mais Christian, c'est quoi un PO? À quoi ça sert? Tu l'as déjà un petit peu dit juste avant, mais voilà. Mais en fait, depuis quelques années, depuis le pacte scolaire de 1958, où les écoles ont été reconnues par la fédération, à l'époque, c'était pas la fédération Wallonie-Bruxelles, d'ailleurs, c'était toujours le national, on s'est rendu compte que les PO devaient progressivement être organisés en structure. C'était plus des associations de fait, ce sont devenus des ASBL. Donc, il y a des petites ASBL, il y a des grandes ASBL, il y a 750 PO, l'ordre de grandeur, comme tu l'as dit tout à l'heure, Arnaud. Donc, il y a différentes structures. Il y a des PO qui s'occupent uniquement d'une petite école maternelle ou d'une petite école primaire dans un petit village. Et puis, il y a des PO qui s'occupent que du secondaire. C'est déjà des écoles de 600-700 élèves. Et puis, il y a des PO comme le mien, heureusement, où on matérialise la solidarité entre les écoles maternelles et primaires qui ne sont pas bien financées et qui ne sont pas bien encadrées. Grâce à l'encadrement et aux finances de l'enseignement secondaire, du PO de l'enseignement secondaire, on parvient à les maintenir à fleur. Donc, il y a différents types de PO.
C'est ça. Et je suppose qu'au niveau des missions et du quotidien d'un PO, bon, évidemment, toute proportion gardée en fonction de si c'est un petit établissement, un plus gros établissement, je suppose qu'il y a quand même des points communs. C'est quoi le quotidien d'un PO? Ton quotidien à toi au PO Saint-Véronique, par exemple? Mon quotidien à moi, c'est un grand PO. Donc, j'ai dit, il y a quand même maintenant au total 3500 élèves, quelque chose comme ça, et 350 membres du personnel. Bien, aujourd'hui, c'était un parent de l'école primaire qui décidait de déposer plainte pour harcèlement dans une classe de l'école primaire parce que un autre enfant ou des autres parents avaient dit que. Donc, voilà, il faut prendre le dossier, il faut les écouter, il faut essayer de faire en sorte de ramener la paix au milieu de ce problème-là. Voilà un problème du matin. Un peu plus tard dans la matinée, c'était dans un grand dossier de construction pour l'école secondaire, les PRR, les fameux plans de relance et de résilience européens financés par l'Europe. Mais c'est terriblement compliqué au niveau administratif, alors que notre dossier est rentré maintenant depuis 2 ans. Mais il y a quelqu'un à l'administration qui a trouvé qu'il manquait encore quelque chose quelque part, et tout s'arrêtait. Donc il fallait maintenant sauter là-dessus et prendre ce problème à bras-le-corps et tenter de le résoudre. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment très varié. Très varié, oui. C'est ça. Et pourquoi on devient membre de PO? Bon, toi, tu as expliqué, c'était un peu, entre guillemets, un peu par hasard. Tout à fait, oui. Mais qu'est-ce qui donne finalement envie, éventuellement, d'accepter la proposition et d'offrir ses compétences au fonctionnement d'une école? Mais par exemple, maintenant, c'est clair, je ne suis pas PO tout seul. De mon pouvoir organisateur, c'est une assemblée générale de 22 ou 23 membres. Et il y a 8 administrateurs. Donc les administrateurs sont là pour se réunir beaucoup plus souvent, grosso modo tous les mois ou tous les 2 mois, suivant l'actualité. Et puis il y a tous les membres de PO. Et c'est eux qui ont le pouvoir, si je peux me permettre ce terme-là. Donc les administrateurs sont désignés pour un mandat de 6 ans dans nos structures. Et tous les 6 ans, il y a des élections. Les administrateurs, ils doivent se représenter devant l'assemblée générale. C'est l'Assemblée générale qui a le pouvoir numéro 1 du pouvoir organisateur. Alors on met qui dans un pouvoir organisateur? Dans mon cas, j'ai essayé de mettre des juristes. Moi, je suis scientifique, donc je n'ai pas les connaissances juridiques. J'ai essayé de mettre quelqu'un qui venait également du monde de la communication. Tu sais bien, Arnaud, c'est pour moi important. Victoria aussi. Donc j'ai pris quelqu'un qui travaillait dans les médias. J'ai aussi trouvé des personnes qui travaillaient dans le notariat, un notaire pour faire simple, parce que nous avons toujours beaucoup de problèmes d'achat de bâtiments, de revente de bâtiments, puisqu'il y a quand même une trentaine de bâtiments dans le pouvoir organisateur. Oui, ça fait un fameux parc immobilier à gérer. Oui, c'est ça. Puis alors, des professeurs d'université, parce que comme on forme aussi des élèves qui se destinent aux études universitaires, c'est pas mal d'avoir le doyen de la faculté des sciences qui se trouve dans notre pouvoir organisateur. Et puis dans le technique et professionnel, maintenant on dit l'enseignement qualifiant, on a une section agent de gardiennage, formation à la police, donc on a également intégré des gens qui viennent de ce milieu là, parce que moi ce n'est pas mon métier, donc c'est important de pouvoir faire en sorte que d'autres personnes viennent et je peux les contacter sans aucun problème pour poser des questions et ils m'éclairent sur leur domaine de compétences. Donc le PO finalement ressemble à l'école. On ne peut pas faire autrement. Moi, j'ai essayé ça, en tout cas, et ça marche. Mais je ne dis pas que c'est une recette miracle, mais c'est clair que quelqu'un qui a une école d'enseignement général essaiera aussi de trouver peut-être des ingénieurs ou quelqu'un qui donne cours dans une haute école ou des choses comme cela et qui peuvent aider le pouvoir organisateur à faire des choix stratégiques. Parce qu'en fait, c'est ça, Arnaud, c'est la stratégie. La direction, le management, c'est le directeur, mais le PO, c'est la stratégie. On va vers où, on fait quoi, on ouvre quoi. D'accord. Ça, c'est important. Oui, Et il faut aussi préciser que toutes ces personnes sont bénévoles. Toutes ces personnes sont bénévoles, oui. Ils ont droit à un verre d'eau et un verre de vin après la réunion. Ah, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Mais donc c'est vrai que... Ils ont déjà de l'eau pour mettre dans leur vin, tu vois. Mais c'est important de le souligner. C'est vraiment un véritable investissement. C'est en dehors des heures de boulot pour ceux qui travaillent. Oui, les réunions de PO, c'est toujours le soir. C'est 18 ou 19 heures. Puisque si on fait ça la journée, forcément, comme un conseil de participation, on demande à des parents de l'école de venir. Si on met le conseil de participation à 2 heures de l'après-midi, ça n'aura pas beaucoup de sens. Est-ce que le PO, donc tu as vraiment bien expliqué à quoi il servait et finalement la différence entre c'est la stratégie, le PO et le management, la direction. Est-ce que le PO a des comptes à rendre concernant ses activités? Si oui, à qui, en fait? Mais le PO, c'est une ASBL.
Dans les ASBL, il y a des petites et des grandes. La nôtre, c'est une grande ASBL, ça veut dire qu'il y a un réviseur d'entreprise qui vient contrôler nos comptes chaque année. Donc c'est la première édition des comptes, sont les comptes financiers. Le réviseur, il est indépendant et il dit au PO, à l'Assemblée générale, si le conseil d'administration ou l'administrateur délégué ont bien travaillé, s'il y a un danger, s'il y a un problème, si on sort de la légalité. Donc ça, c'est vraiment la première chose, c'est important. Deuxième chose, c'est une ASBL, donc il va répondre à la loi. Donc on doit publier les comptes, mais aussi on doit publier qui est membre de l'ASBL. Oui. L'ASBL, c'est une personne morale, et chacun de nous, on est une personne physique, évidemment, donc on doit savoir très clairement à quel moment qui est membre de l'ASBL. Donc ça, c'est aussi une chose terriblement importante à faire. Alors, on rend des comptes également à qui? Mais à ceux qui nous amènent les enfants, ça veut dire aux parents. Donc le conseil de participation est composé de parents, de membres de la direction, de membres du pouvoir organisateur, d'enseignants, de délégués syndicaux. Et dans l'école secondaire, les grandes classes, par exemple, ou les classes moyennes, il y a des délégués de classe qui viennent également. Oui. D'accord. Excuse-moi, j'ai oublié. Il y a également, en structure interne, comme nous sommes l'employeur, la Fédération Wallonie-Bruxelles est le payeur. Donc moi, je ne paye pas les enseignants. Enfin, le PO ne paye pas les enseignants. Les enseignants sont tous payés à un barème défini par la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais nous sommes le responsable, nous sommes l'employeur. Oui. Donc, comme c'est une grosse société de 350 membres du personnel, dès qu'on a plus de 100 d'ailleurs, on doit avoir un conseil d'entreprise. Donc, il y a des élections sociales, comme dans n'importe quelle usine, n'importe quelle entreprise. Il y a des élections sociales tous les 4 ans. Il y a un conseil d'entreprise. Et comme nous, c'est une grande école, il y a non seulement un conseil d'entreprise, mais il y a un CPPT, un conseil pour la protection du travail. Donc, ces deux organes-là sont représentatifs et paritaire entre le pouvoir organisateur, qui inclut évidemment les directions à ce moment-là, et les membres du personnel qui ont été élus. D'accord. Okay. Donc il y a vraiment de responsabilités dans beaucoup de domaines. Et est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour favoriser justement la communication entre les membres de PO et les écoles, directions? Par exemple, est-ce que les enseignants peuvent consulter qui fait partie de leur PO? Mais au niveau des membres du pouvoir organisateur, les administrateurs se réunissent plusieurs fois par an, donc ils se connaissent. Dans des domaines particuliers, on peut aussi en réunir une partie, si c'est plutôt juridique ou plutôt administratif ou plutôt etc. Donc on peut avoir des réunions partielles, puis on rencontre toujours au conseil d'administration, et puis à l'Assemblée générale. Il y a plusieurs assemblées générales par an. Ça dépend des statuts de chaque pouvoir organisateur. Alors la deuxième partie de la question, c'était de savoir... Est-ce que les enseignants peuvent consulter qui est dans leur PO, qui sont les membres de PO? Parce qu'on a toujours, il y a toujours un peu cette image qui peut parfois être véhiculée des enseignants qui disent mais moi en fait je sais pas qui est mon PO. Par exemple, toi à Sainte-Véronique, qu'est-ce que tu mets en place pour communiquer? La première chose que je fais, c'est dès qu'il y a eu des élections sociales tous les 4 ans, à tous les membres du conseil d'entreprise et à tous les membres du CPPT, ils reçoivent la liste de tous les membres du conseil d'administration et de l'Assemblée générale de l'ASBL pouvoir organisateur. Donc il y a une information totale aux membres du personnel qui sont à ce niveau-là. La deuxième chose que je fais, mais là c'est pas obligatoire, mais chaque année je remets une plaquette aux membres du personnel où on indique comment on fonctionne, combien il y a d'élèves, quels sont les grands projets, quels sont les membres du pouvoir organisateur et quels sont les membres aussi des ASBL partenaires qui tournent autour. Il peut y avoir une ASBL des fêtes, il peut y avoir une ASBL patrimoniale, immobilière, etc. Donc on rend des comptes en disant qui est dans ces membres, qui est fait partie de ces différentes ASBL. Et la dernière chose que je fais, ici à Sainte-Véronique, mais c'est parce qu'on le fait chez nous, c'est pas pour ça que c'est une bonne idée. Chaque année, en début d'année, donc au tout début, j'allais dire du mois de septembre, maintenant c'est plutôt du mois août, il y a une assemblée générale de tous les membres du personnel des écoles fondamentales, il y en a 5 ou 6, je ne sais plus, et une assemblée générale un autre jour de tous les membres du personnel du secondaire, où comme pouvoir organisateur, on dit où on en est, où on va, quelles sont les tendances, quels sont les dangers, à quoi il faut faire attention. C'est ça. Donc une fois en début d'année et une fois à la rentrée de janvier. Ça aussi, c'est à la mi-exercice, comme on dit. À la mi-exercice, on voit où on en est, dans les travaux, dans les problèmes. On avait dit qu'on allait mettre des tableaux interactifs, on avait dit qu'on allait résoudre les problèmes de ceci. Est-ce que c'est fait? Et de mon côté, je peux dire,
On n'a pas une somme infinie de moyens, donc on doit faire des choix stratégiques. Alors, une école maternelle qui a besoin d'un tableau interactif et, par exemple, une crèche où il y a des problèmes de sécurité avec les enfants, c'est le cas qu'on avait aujourd'hui. On a la visite des pompiers, également ce matin dans les crèches, où on nous a fait remarquer que maintenant, il fallait changer la structure des prises de courant. Donc, ça devient une obligation. Donc, il est temps d'expliquer ça à tout le monde et de dire, oui, ta demande à l'école primaire de mettre une armoire supplémentaire ou de chambre, c'est une bonne demande. On l'entend, oui, c'est ça. On l'entend, mais il y a un ordre de priorité à régler. On ne dit pas qu'on ne le fera pas, on dit qu'on devra établir un ordre de priorité suivant nos moyens. Donc c'est de la transparence. C'est ça, les enseignants ne peuvent être d'accord ou pas d'accord, mais au moins ils savent pourquoi. C'est pas le fait du prince, en fait, tu vois, Arnaud. Ça, c'est l'enjeu. Si on dit, c'est le président PO, il décide, il fait ce qui lui plaît. Ben non. Enfin, en tout cas, dans notre cas, c'est pas ça. Et alors, aussi une question par rapport aux enseignants. À qui les enseignants s'adressent lorsqu'ils ont un souci, un conflit ou un problème avec leur direction ou leur PO? S'ils ont un problème avec le PO, ils peuvent s'adresser au PO et essayer de régler le problème. Par contre, s'il y a un problème grave et qu'ils ne veulent vraiment parler à un membre du PO, il y a les structures, donc n'importe qui peut déposer plainte en justice. Et à ce moment-là, le PO doit aller rendre des comptes. Et ça se passe comme ça. Il y a aussi au niveau de l'école, on a non seulement un conseiller en prévention, donc quand il s'agit d'enseignants qui se plaignent pour des conditions de travail, il fait trop chaud, il fait trop froid, il fait humide, des tâches d'humidité, etc. Il y a une conseillère en prévention qui est là pour toutes les écoles, pour les 3500 élèves. Et il y a également une personne qui est la personne de confiance. Quand on a un conflit de type harcèlement, la personne qui est victime de ça peut immédiatement aller déposer plainte. C'est son droit, mais elle peut aussi passer, si elle veut, par une personne de confiance qui n'est pas du tout en relation hiérarchique avec le pouvoir organisateur. Donc là, il peut y avoir un dialogue de confiance qui s'établit entre les personnes. Et le rôle alors de la personne de confiance est de voir ce qu'il faut mettre au point pour que les choses puissent se passer le mieux possible. C'est ça. Donc, mais c'est une faculté. J'insiste, ce n'est pas. Moi, je trouve que c'est pas mal parce qu'il y a souvent beaucoup de problèmes qui peuvent être résolus par ce biais-là. Tout à fait. C'est ça. Et donc, du côté du CEGEC, Arnaud, il y a aussi de nombreuses choses qui sont mises en place pour accompagner les PO. Oui, parce que c'est vrai que si on a parlé du rôle des PO, on peut faire juste une petite, un petit aparté sur le rôle du CEGEC pour accompagner ces PO, vu que c'est une de nos missions. Donc on peut citer quelques actions qui sont mises en place, même si évidemment il s'agit d'une liste qui est loin d'être exhaustive, ce que je vais vous dire. Et on y reviendra soit dans un podcast, soit dans Entrée Libre, mais donc voilà, c'est pas exhaustif du tout. Mais déjà, au CEGEC, depuis quelques années, il y a un département des pouvoirs organisateurs qui accompagne justement les PO, notamment en matière de gouvernance. Ils mettent en place des outils très pratiques, par exemple de gestion quotidienne. Par exemple, ici, récemment, il y a un échéancier qui permet de guider les PO tout au long de l'année scolaire. Cocher des cases. Oui, on a fait notre assemblée générale, on a fait les CA, on a fait ci, on a fait là. Donc ça, tout se trouve sur l'extranet du CEGEC. Une nouveauté aussi qui est importante, et je suppose que les membres et les présidents de PO l'ont vu passer, il y a quelques semaines, une newsletter spécifique au PO a été créée. Donc elle a vu le jour très très récemment et elle reprend vraiment toute une série d'infos spécifiquement dédiées au PO. C'est pas une newsletter qui reprend toute une série d'informations sur la gestion d'un établissement, sur les aspects pédagogiques. Non, c'est vraiment orienté PO. Et en collaboration avec l'IFEC, qui est l'Institut de formation, il y a un catalogue qui est proposé en début de chaque année scolaire, où le but, finalement, c'est, et je mets bien des guillemets autour de ça, mais c'est aider les PO à se professionnaliser avec des formations notamment dans les domaines juridiques, dans les domaines des RH, dans le domaine de la communication notamment, dans le domaine de la gestion des ASBL. Est-ce qu'il y a d'autres départements qui offrent aussi du service aux écoles ? Oui, on peut citer le département juridique, celui des infrastructures scolaires, et Dieu seul sait que la problématique des bâtiments scolaires est importante. On a le département de la communication, on a le département de la gestion économique et aussi, par exemple, un service comme la centrale de marché. Et tous ces services-là sont à l'écoute et à la disposition des PO. Et il y a aussi les services comme les CODIEC, qui sont véritablement les points de contact de première ligne. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle dans notre jargon les APO, pour accompagnateurs PO.
Oui, c'est ça, Victoria. Donc, ces APO, il y a des APO gouvernance pour accompagner les PO sur les aspects, je vous le donne en 1002, gouvernance, et les APO bâtiments pour les accompagner dans leurs dossiers relatifs aux infrastructures. Et nos auditeurs pourront découvrir ce rôle plus en détail dans le prochain numéro d'Entrée Libre, le numéro de novembre. Il y aura un petit portrait justement d'un APO et vous pourrez découvrir c'est quoi son rôle dans l'accompagnement des PO. Parce que malheureusement, dans le podcast aujourd'hui, on ne sait pas tout aborder, sinon il ferait quelques heures. Et donc ici, nous avons tenté avec toi, Victoria, et toi, Christian, de vous brosser un bref portrait de ce qu'ont sont les PO, quels sont leurs quotidiens, quelles sont leurs missions. Et je vous remercie tous les deux, et particulièrement toi, Christian, pour ta venue dans notre podcast. Merci beaucoup. C'est avec plaisir, Arnaud, avec plaisir, Victoria. Et je voudrais dire un dernier mot pour dire que le plus important à l'heure actuelle, c'est de pouvoir professionnaliser les PO. Les choses deviennent de plus en plus difficiles et des membres de PO ont peur de rentrer parfois dans un pouvoir organisateur. Donc la professionnalisation est importante. Et le deuxième combat que j'ai mené quand j'étais au Codiec et au CEGEC, c'est de promouvoir les fusions de PO. Il est impossible que des petites écoles seules d'enseignement fondamental s'en sortent facilement. Progressivement, il va y avoir des dangers. Il va y en avoir de plus en plus avec la dénatalité qui arrive, la chute de population, donc la chute de moyens et les exigences de sécurité dans les bâtiments. Donc, promouvoir la professionnalisation des PO et promouvoir la fusion de PO dans les niveaux différents entre le fondamental et le secondaire. Eh bien, on n'aurait pas pu mieux conclure, je pense. Merci Christian, à très bientôt. Merci à toi, au revoir. Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant CEGEC Enseignement Catholique ou L'Heure de Fourche podcast sur Instagram. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre écoute et à bientôt.